Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes une cinquantaine déjà à l'heure, c'est formidable. Nous allons juste attendre peut-être 1 ou 2 minutes et dans 1 ou 2 minutes nous commencerons. Donc je vois pas mal de monde qui se connecte. On aura peut-être même pas besoin d'attendre tant que ça. En tout cas, merci d'ores et déjà, merci à tout le monde de vous connecter pour cette table ronde 100% Real Chatbots, libérer le potentiel humain. Alors peut-être dans le chat, vous pouvez commencer à nous répondre. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Enfin, déjà m'entend bien, parce que à ce stade, je suis le seul à parler. En tout cas, moi, je t'entends. Donc 5 sur 7. Merci Salim. Donc 5 sur 5 me dit Stéphane. Apparemment, on a une grande vague de oui, ce qui est très positif. C'est formidable. Ah, je vois même des noms connus. Salut Frédéric. Superbe. Bon, on arrive. On va commencer. On va commencer parce que je vois qu'on s'entend bien. Peut-être que Salim, Jean-Yves et Eric, on peut tous dire bonjour pour qu'on puisse tous valider qu'on s'entend bien. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est parfait. On s'entend parfaitement bien. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette table ronde, une table ronde organisée par le cabinet Acton et Clévy. Clévy représenté par Bastien, par moi-même du coup et Salim qui est avec moi. Nous allons passer 1h30 ensemble et pendant cette heure et demie, c'est moi qui serai votre hôte. Nous allons pendant cette heure et demie passer sur 3 questions. Donc les 3 questions que vous pouvez voir à l'écran. Et entre chaque question, nous allons parler de sujets concrets. Alors d'abord avec un cas d'usage, donc un retour d'expérience de Jean-Yves Vallané sur le chatbot RHD2, donc un chatbot RH qui a été déployé il y a un peu plus de 2 ans déjà chez SNCF Réseau et qui aujourd'hui est une réussite. Donc Jean-Yves nous en parlera. Et un peu plus tard, nous aurons une démonstration de l'outil Clévy. Donc, l'outil Clévy, c'est la technologie derrière le chatbot RHD2. Et Salim nous fera cette démonstration. Tout au long du webinaire, je vous invite toutes et tous à poser vos questions dans le chat que je pense que vous avez toutes et tous découvert déjà, puisqu'on a vu beaucoup de messages. Et pendant cette table ronde, on vous enverra également des sondages auxquels vous pouvez répondre en cliquant sur l'onglet sondage de la partie droite de votre écran. Donc, sans plus attendre, on va commencer. On va commencer par un tour de table, puisque c'est une table ronde, c'est plutôt à propos. Et pour ce tour de table, on va commencer par Jean-Yves Vallané, qui est chef de projet digitaux RH au sein de SNCF Réseau. Donc, Jean-Yves, je vais vous laisser vous présenter et peut-être dire un mot sur SNCF Réseau, qui est certainement bien connu de tout le monde ici. Ok, donc à nouveau bonjour à tous. Alors effectivement, je suis le responsable des projets digitaux ressources humaines chez SNCF Réseau. Alors SNCF Réseau, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le propriétaire des voies ferrées en France. Donc moi-même, je suis dans la direction générale des ressources humaines et je lance des projets, différents projets digitaux numériques. Dont d'ailleurs RHD2, on en parlait tout à l'heure, RHD2 qui est donc un chatbot, comme l'indique le document. Donc l'avantage du chatbot est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il a la particularité que ce soit un chatbot interne. Donc on est en B2B, on est entre nous, entre RH, et il est à disposition des 54 000 salariés, on les appelle clients, les 54 000 clients internes, et qui permet ce chatbot de répondre à toutes les questions liées aux ressources humaines. Merci Jean-Yves. Je vais donc passer maintenant la main à Eric Foss, donc directeur de Acton Technologies. Eric, je vais te laisser dire un mot sur Acton et toi-même. Merci Bastien.
Donc effectivement, donc je suis directeur associé au sein du cabinet Acton Group. Donc on est spécialisé sur l'ensemble des métiers RH et des SIRH. Et donc je pilote plus particulièrement l'activité technologie, qui a pour vocation à apporter une innovation technologique au service des RH. Notre objectif, en fait, c'est vraiment de combiner une expertise métier et process sur les RH et une expertise technologique pour apporter des nouveaux usages, une nouvelle façon de répondre à ces sujets. Très concrètement, il s'agit principalement de faire des prestations, à dire de conseils, d'architecture autour de thématiques de modernisation, ou bien de façon plus concrète, la mise en place d'apps ou d'applications spécifiques sur des process qui sont pas très bien couverts, des connecteurs de données pour fluidifier des échanges entre différents systèmes d'information, et bien sûr la mise en place d'outils de chatbot ou de RPA. Merci Eric. Et pour finir ce tour de table, je vais donner la main à Salim qui va présenter donc la société Clévy, société dont je fais partie également, puisque je suis moi-même donc directeur des opérations. Salim, je te laisse présenter en quelques mots Clévy et te présenter toi-même. Merci beaucoup Bastien. Du coup, merci à tous d'être là. Je crois qu'on est déjà 72, du coup, on est ravis de faire cet événement. Donc, je suis directeur général de Clévy. En quelques mots, donc Clévy, on est une entreprise technologique française qui est spécialiste des technologies conversationnelles RH. C'est un mot qui est hyper pompeux et compliqué. J'imagine que ce sera plus clair à la fin du webinaire que maintenant, mais en gros, on est spécialiste dans la mise en place de chatbots, d'outils automatisés RH qui vont répondre automatiquement aux questions récurrentes, d'ailleurs pas si récurrentes que ça, RH des collaborateurs dans des entreprises, et qui vont les aider en se connectant à tous les SIRH à poser leur congé et faire tout ce que vous connaissez, parce que je crois qu'on a beaucoup d'expérience chez celle-ci, et du coup simplifier l'accès à la GTA, à la dématérialisation, à l'accès aux fiches de paie, etc. En quelques mots, donc notre entreprise, c'est une entreprise qui travaille donc en majorité avec des grosses entreprises privées de plus de 1000 collaborateurs et des entreprises du secteur public, des ministères et des métropoles, SNCF et des entreprises privées en France et en Europe. La petite une des particularités de notre entreprise, enfin, il y en a deux, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais une, c'est qu'on a une grosse verticale et spécialité RH qui nous permet d'avoir des algorithmes qui sont vraiment spécialisés sur la RH. La RH, c'est comme vous le savez, c'est un domaine qui est d'expertise, c'est pas un domaine généraliste, et du coup, vu qu'on a mis en place plein de chatbots RH chez plein de clients depuis des années, on a pu verticaliser un outil avec une base de connaissances pré-entraînée sur lequel on sait déjà quelles questions vont être posées par les collaborateurs sur différentes catégories. Et l'autre spécialité, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard, c'est qu'on a créé un langage d'opération qui s'appelle le CSML, je ne vais pas trop en parler, mais un système qui permet en 2021 de connecter un chatbot à l'ensemble du SI. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on s'est rendu compte chez les entreprises qu'il y a trop de SI, il y a trop d'applications. Il y a un SIRH pour la GTA, pour poser ses congés, pour ses mutuelles, etc. Ça devient un petit peu compliqué, c'est pour ça que les gens s'y perdent un petit peu. Et du coup, aujourd'hui, on est en capacité de connecter l'ensemble des SIRH dans une expérience d'intelligence artificielle conversationnelle qui va vous aider à avoir accès à tous ces systèmes d'information. Encore une fois, merci à tous. Donc, comme dit, aujourd'hui, c'est une table ronde. Donc, c'est un webinaire table ronde. C'est un webinaire descendant avec plein de slides. On va essayer de répondre à des questions ensemble, mais le but, c'est aussi qu'on réponde à vos questions. Du coup, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Et merci, Bastien. Merci à toi. Et du coup, là, tu parlais de connexion au SI des entreprises. Je pense que c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard dans la table ronde, de manière un peu plus extensive. Et donc, pour le moment, sans plus attendre, nous allons commencer avec la première question. Une première question qui ne concerne pas spécifiquement, pour le coup, les chatbots, mais plutôt la place que va prendre l'automatisation et l'IA, donc l'intelligence artificielle, dans les entreprises, dans un contexte dans lequel la technologie évolue très vite, hein, on le sait tous. Donc, Salim, t'es bien lancé, donc je vais te redonner un petit peu la main. Est-ce que tu peux du coup lancer cette discussion et nous dire un petit peu quelle est ta vision sur cette question?
Avec grand plaisir. Donc, tu n'hésiteras pas à me couper si je rentre trop dans les détails, parce qu'on a pas mal de questions aujourd'hui. Non, mais avant tout, donc l'intelligence artificielle. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui devient omniprésente dans les entreprises. Mais avant que je réponde à cette question, il est peut-être nécessaire qu'on définisse un petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que c'est un concept qui peut apparaître un petit peu flou pour tout le monde, et même pour les experts, et même pour être honnête avec vous, la définition du Larousse est elle-même floue. Pour information, la définition du Larousse de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques qui sont mises en œuvre pour créer des machines, des programmes qui simulent l'intelligence humaine. Et du coup, l'intelligence artificielle, c'est pas une technique, c'est pas un programme, c'est un ensemble, c'est un domaine de recherche et développement dans lequel vous allez avoir un ensemble de techniques, de programmes et d'algorithmes qui sont créés pour simuler l'intelligence humaine et pour aller même plus loin, pour, comme des humains, être en mesure d'apprendre à réaliser en autonomie des actions que des humains réalisent. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous permet, et je vais plus du coup parler de quel usage, par exemple, traduire des documents. Nous permet donc, derrière des outils de correction orthographique, vous avez des algorithmes de compréhension du langage et d'intelligence artificielle. Nous permet, par exemple, vous avez aujourd'hui des algorithmes qui sont en capacité de faire de la reconnaissance d'images. Vous lui présentez une image avec un chien et une image sans chien, elle va pas pouvoir vous dire dans quelle image il y a un chien, par exemple. Du coup, donc les algorithmes qui sont apprenants et qui sont utilisés dans le cadre de l'intelligence artificielle, ils sont omniprésents et ils sont utilisés un peu partout. Ces dernières, on va dire, dizaines d'années, il y a eu une sorte de révolution dans l'acceptation et dans les usages de l'intelligence artificielle. Il y a à peu près 20 ans, la seule industrie qui utilisait l'intelligence artificielle, même si le concept vient des années 50, c'était l'industrie financière. On utilisait des algorithmes pour pouvoir analyser plein de données clients et commencer à faire un peu de prédiction sur, par exemple, de la fraude. Ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas vous citer une seule industrie qui n'est pas impactée par l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, l'industrie agricole, par exemple, et en France, ça se développe aussi de plus en plus. On parle de l'agriculture. Vous avez aujourd'hui des drones qui sont en capacité d'aller survoler des champs et d'analyser, de filmer vos champs et d'analyser en fonction de la couleur de vos champs les actions qu'on va automatiser. Du coup, on parle d'automatisation et qu'on va mettre en place derrière. Par exemple, rajouter plus d'eau ou rajouter plus de pesticides. Des journalistes commencent à utiliser des algorithmes pour automatiquement écrire. Donc, on a des algorithmes qui génèrent du langage. On a des systèmes qui permettent de dire voici ce sur quoi je veux que tu écrives, et des algorithmes vont automatiquement écrire. Dans la médecine, vous savez qu'aujourd'hui, on a des algorithmes et des systèmes qui sont de plus en plus performants pour pouvoir détecter des cancers, etc. Mais non seulement donc l'IA aujourd'hui impacte toutes les industries, mais l'autre nouveauté de cette IA, c'est qu'elle commence à impacter toutes les fonctions de l'entreprise. Les fonctions externes, c'était les premières, mais aujourd'hui, elles impactent aussi les fonctions internes. Vous savez que dans la finance, dans la fonction finance interne aujourd'hui, on utilise par exemple des technologies d'OCR et du coup des systèmes qui permettent de voir d'analyser des factures manuscrites, d'extraire des données et de remplir automatiquement des ERP finance via des systèmes d'automatisation. On l'utilise bien sûr en RH, on va en parler. On a des chatbots qui vont pouvoir comprendre les questions des collaborateurs et automatiquement répondre à 80% de leurs réponses. Et on a même en RH, et pour le coup j'ai travaillé là-dedans dans une autre vie, des entreprises aujourd'hui qui peuvent analyser plein de données sur les collaborateurs et prédire le risque qu'un collaborateur fasse un burn-out, par exemple, fasse du RPS, des scores d'attrition, etc. La question, du coup, c'est jusqu'où est-ce qu'on va aller ? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle devient omniprésente, elle devient plus abordable et elle permet d'automatiser de plus en plus de process. Et vous savez que l'histoire de l'innovation va vers l'automatisation. Ça fait depuis la première révolution industrielle qu'on robotise un maximum parce que tout le monde est en recherche d'efficience. Pour répondre à cette question, il y a deux écoles. Il y a une école qu'on appelle l'école de l'intelligence artificielle forte. Intelligence artificielle forte, qui a été créée par John McGregor, qui est un des créateurs de l'intelligence artificielle, qui est né en 1927. Il n'est plus là, mais bon. Voilà, c'est une intelligence artificielle qui a conscience d'elle-même, qui est autonome et qui est en capacité d'apprendre elle-même
quoi automatiser et à s'améliorer. L'autre école, c'est l'école de l'intelligence artificielle faible qui dit qu'il y a encore besoin de personnes pour pouvoir l'opérer. Donc, je vais être un petit peu, le but c'est que je bouscule un petit peu tout le monde, mais pour vous rassurer, donc l'intelligence artificielle forte, aujourd'hui c'est un peu une chimère, c'est-à-dire que ça reste un concept qui est très théorique, cette intelligence artificielle autonome qui va pouvoir s'auto-apprendre et auto-savoir ce qu'ils pourront automatiser en entreprise. Aucun expert ne sait même par quel bout prendre ce problème de recherche. Et du coup, aujourd'hui, on est encore dans un système dans lequel, même si on automatise de plus en plus de choses, il faut quand même des personnes, des intentions fondatrices humaines pour pouvoir dire quel cas d'usage il faut automatiser. Par contre, là où je vais vouloir attirer un petit peu votre attention, c'est sur une petite réflexion qui nous vient aussi des États-Unis, qui est la comparaison, et je vais terminer là-dessus, t'inquiète pas Bastien, je crois que j'ai déjà parlé 5 minutes, la comparaison entre une entreprise et une voiture. Il y a 20 ans, si on vous disait qu'un jour, on aurait des voitures autonomes, personne ne vous aurait cru parce que les gens identifiaient la voiture comme quelque chose qui était trop compliqué, la conduite trop compliquée pour être délaissée à une intelligence artificielle ou un système. Mais une voiture, c'est quoi? Donc, une voiture, c'est une machine dans laquelle il y a un conducteur qui est au volant, il a une direction, un objectif, et il va en temps réel, analyser des signaux extérieurs, les processer et adapter sa conduite pour amener sa voiture dans une direction. Une entreprise, c'est à peu près la même chose. Une entreprise, c'est une grosse machine dans laquelle vous avez un conducteur, qui est pour le coup le conseil d'administration, qui va avoir une direction, qui a un objectif, qui est souvent des objectifs de rentabilité, et qui va vouloir emmener son entreprise de son état A à son objectif B, qui est la rentabilité ou ses objectifs. Et qui va prendre un ensemble de signaux et de facteurs extérieurs, de concurrence, de marché, etc., qui va processer en interne avec ses fonctions RH, ses fonctions finance, ses fonctions achat, etc., et prendre des décisions pour pouvoir amener son entreprise d'un état A à un état B. Et du coup, donc, alors que donc, il y a 20 ans, si on parlait de voitures autonomes, on n'y croyait pas. Aujourd'hui, on ne croit pas vraiment, mais il y a des gens qui sont en train de se poser cette question de l'entreprise autonome et de se dire que si on l'a fait pour une voiture, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour une entreprise? Je laisse un gros point d'interrogation et j'arrête de parler. Merci Salim. L'entreprise autonome, bon, je pense qu'on y est. C'est un petit côté provoque puisqu'on n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est certainement une direction qu'on est en train de prendre. Eric, toi, tu échanges tous les jours avec des décideurs, des directeurs, des responsables sur les RH, mais également du côté de la tech, des personnes qui sont assez conscientes de tout ça. Ma question, ce serait, est-ce que tu rejoins l'avis de Salim là-dessus? Et pour toi, quelle place a l'automatisation dans l'entreprise? Oui, et effectivement, je pense qu'il y a un des points que Salim indiquait sur la partie automatisation. Bon, sans refaire un cours d'histoire, on voit bien que l'automatisation est omniprésente dans l'ensemble des révolutions, des transformations, qu'elles soient industrielles ou de différentes natures. Plus devant nous, si on regarde la transfo numérique, l'avènement des plateformes ou des architectures de nouvelle génération repose finalement de façon très très forte sur une automatisation poussée, induite par le cloud, le DevOps et au-delà de ces mots techniques, la capacité finalement à automatiser tout ou partie des composants d'un système d'information qui permet à un Amazon de réduire considérablement son circuit de livraison, à différentes plateformes ou nouveaux acteurs en fait de proposer tous ces nouveaux services en lien direct avec les usages avec les usages attendus. Si on revient plus sur le domaine des RH et l'application de cette automatisation, en fait, ce qu'on peut entendre de nos clients globalement par rapport à cette transformation numérique, c'est vraiment qu'ils se sentent confrontés à un double enjeu. D'une part, proposer une offre de service qui soit plus riche, qui soit orientée sur l'expérience collaborateur. Je crois que c'est vraiment le terme qui revient de façon majoritaire. Donc d'une part, de proposer cette offre de service plus riche, et d'autre part, d'avoir une meilleure efficience des équipes RH
de façon à développer une meilleure proximité auprès des équipes et des équipes managériales de l'organisation d'un point de vue global. Peut-être pas l'entreprise autonome, hein, comme on disait tout à l'heure, mais en tout cas une entreprise plus efficace où la fonction RH prend toute sa part. Donc concrètement, c'est faire plus, faire mieux avec moins. Donc on voit bien que l'automatisation, ou tout du moins une certaine fluidité des process, s'impose naturellement dans cette équation. Et je dirais que l'automatisation, et en particulier les outils comme le chatbot ou le RPA, constituent une véritable opportunité parce que permettent vraiment de fédérer les données, d'automatiser des process qui peuvent être parfois très simples, hein, mais qui sont très chronophages, et de proposer des services aux collaborateurs qui sont modernes et interactifs. Parce que derrière le chatbot, il y a cette notion de conversationnel, donc c'est aussi une façon différente, au-delà de l'automatisation, c'est une façon différente et unique, si je puis dire, de s'adresser aux collaborateurs. Donc, si on peut citer quelques exemples, mais on y reviendra tout à l'heure dans la présentation de use case, hein, mais on peut imaginer la génération automatique de différentes attestations ou encore la mise à disposition de différentes données en self-service, les bulletins de paye ou tout un tas de données à destination des collaborateurs, ou des processus comme la gestion des demandes d'absence ou la dématérialisation de différents formulaires comme le télétravail ou toute autre demande. Donc ces outils et cette automatisation, elle permet également je crois que Salim l'évoquait un petit peu dans le cloisonnement des systèmes d'information, hein, ce qui est vrai dans toutes les fonctions, mais c'est vrai en particulier sur le domaine des RH. Ces outils vont permettre de faciliter la consolidation des données des process et en fait d'apporter une capacité à avoir un point d'entrée unique ou en tout cas facilitateur aux systèmes d'information qui sont souvent éclatés et hétérogènes. Donc je pense clairement que l'automatisation et le chatbot en particulier, avec cette dimension self-service et cette dimension conversationnelle, donc qui est nativement orientée sur le collaborateur et l'utilisateur, va prendre une place prépondérante dans les organisations et dans le développement de l'offre de services RH. C'est hyper intéressant ça. C'est que donc moi ce que je retiens de ce que tu viens de dire, Eric, notamment, hein, c'est que l'automatisation finalement c'est pas seulement une question d'efficience, mais c'est aussi une question d'enrichissement des offres de services internes en fait aux entreprises. Ça c'est quelque chose qui est crucial et qui n'est pas nécessairement très intuitif. On va passer maintenant aux questions. Des questions du public. Donc, je vais d'abord, on va prendre les choses à l'envers. On va d'abord commencer par la question que Nadia donc vient de poser, puis on reviendra sur la question de Franck qui suscite beaucoup d'intérêt. J'ai l'impression, on y reviendra un peu plus tard puisque Salim avait prévu d'en parler. Donc, la question de Nadia, elle va être pour Salim puisqu'elle concerne de l'IA. C'est combien de temps pour une IA forte en entreprise, sachant que la France a un léger retard avec le numérique. Salim, je te laisse répondre en 2 phrases. Alors, donc en 2 phrases. Donc, la première réponse, ça va être que combien de temps pour une IA forte, personne ne le sait, parce qu'en gros, comme je le disais en introduction, l'IA forte est encore aujourd'hui chimérique. C'est-à-dire que l'IA qui a conscience d'elle-même, qui est autonome, personne aujourd'hui dans le monde ne sait même comment approcher ce problème scientifique. Il y a plein d'approches différentes. Il y a des approches cognitives, il y a des approches qui sont plus centrées sur la neurobiologie, qui essayent de craquer ce système. Mais du coup, donc cette IA forte, qui est cette IA qui est autonome et qui a conscience d'elle-même pour cette entreprise autonome, aujourd'hui, on ne peut pas dire si elle arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, ou si elle n'arrivera jamais, parce que personne ne sait comment y arriver. Sur la deuxième partie, donc ma deuxième phrase, je fais des phrases à rallonge, comme ça je peux jouer avec les règles de Bastien, c'est sachant que la France a un léger retard avec le numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a de l'avance sur l'IA. Pas de l'avance sur tout le monde, mais que la France génère les meilleurs ingénieurs et la meilleure recherche sur pas mal de domaines de l'IA, et en particulier le domaine qu'on appelle de traitement automatique du langage, la TAL ou la NLP, Natural Language Processing, où les meilleurs ingénieurs dans le monde viennent de l'école française de la NLP. Bon, ils sont envoyés aux États-Unis dans des labos de recherche et maintenant ils travaillent pour Google, GameFace ou voilà. Mais du coup, on n'a pas énormément de retard. Et le retard qu'on pourrait avoir, et Eric en parlait un peu,
commence à se combler parce que aujourd'hui, les technologies d'intelligence artificielle sont accessibles de plus en plus simplement et facilement par des entreprises qui, via le cloud, peuvent les exposer en France comme aux États-Unis, comme un petit peu partout. Et du coup, aujourd'hui, le retard français n'est pas forcément technologique, il est potentiellement sur l'acceptation dans les entreprises de ces technologies, mais qui est en train, pour le coup, et je pense que la présence de 72 personnes à ce webinaire en est la preuve, est en train de se combler. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est que on va répondre donc à la question de Franck. Donc la question de Franck qui est quel type d'IA votre chatbot RH utilise, c'est une question à laquelle tu vas répondre dans un instant, Salim, puisque Salim va maintenant nous faire une courte présentation sur qu'est-ce qu'un chatbot. Alors si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes certainement un petit peu renseigné, mais je pense que c'est bien peut-être de repasser sur notamment l'histoire un peu du chatbot, d'où ça vient et où ça va, et également les use cases. Donc, Salim, je vais te donner la main. Je vais te donner la main. En même temps, dans le même temps, on va avoir donc un sondage qui va s'afficher, qui va être: avez-vous déjà entendu parler de chatbot RH? C'est peut-être pas le cas encore. Je vois notamment une question de Philippe qui est autour de l'utilité d'un chatbot RH, donc c'est peut-être pas quelque chose qui est très répandu. Donc, je vous invite à répondre à ce sondage dans la partie droite de votre écran. Et dans le même temps, Salim, je te repasse le micro pour faire une petite présentation. Et à la suite de cette présentation-là, Jean-Yves prendra le relais pour le retour d'expérience de RHD2. Super, merci beaucoup Bastien. Je sais pas Bastien, si tu sais si on aura quoi qu'il arrive l'occasion de récupérer toutes les questions pour pouvoir peut-être répondre dans un second temps aux questions auxquelles on aura pas répondu. Un peu plus tard dans le webinaire, on pourra. Enfin oui, je te laisse continuer et on va répondre plus tard. Super. Et du coup, je te laisse répondre également à Franck, du coup, qui nous demande quel type d'IA votre chatbot RH utilise. Bon, super. Du coup, le domaine sur lequel on travaille chez Clévy et les algorithmes qu'on développe sont donc du domaine dont je parlais tout à l'heure, du traitement automatique du langage. Les algorithmes qu'on développe ont vocation à comprendre les intentions derrière les questions en langage naturel des collaborateurs pour pouvoir identifier les questions et l'intention derrière laquelle qu'il y a derrière leur question. Donc, les chatbots qu'on met en place et qu'on développe, ils ont un double usage. Donc, un usage qui est question-réponse, et du coup, nos clients ont des bases de connaissances avec des bases de questions et des bases de réponses. Une personne va poser une question, et nous, ce qu'on va faire, c'est que nos algorithmes, ils vont analyser cette question et la comparer aux questions qui sont en base. Mais pourquoi? Ça va beaucoup plus loin que l'analyse de mots-clés. Notre but, c'est de savoir que comment poser des congés et j'aimerais partir en vacances, même s'il n'y a aucun mot en commun, ils vont appeler la même réponse. Et du coup, l'objectif de ces algorithmes, c'est de comprendre l'intention qu'il y a derrière le langage et une question qui est posée. L'autre objectif de ces algorithmes, ça va aller d'aller encore plus loin, mais du coup, donc là, je vous parle de choses qui sont liées à une autre slide, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Ça va être d'extraire automatiquement non seulement l'intention, donc j'aimerais partir par exemple en congé du 18 mai au 28 mai. Le but des algorithmes qu'on développe, ça va être de comprendre que l'intention de l'utilisateur, ça va être de partir en congé, et que dedans, on a deux données qu'on va pouvoir utiliser, la date de départ et la date de retour, qu'un système va pouvoir utiliser pour se connecter à un système de prise de congé et lancer les congés automatiquement via le chatbot. Et du coup, donc, ces algorithmes, c'est des algorithmes, donc, comme je disais, qui sont du domaine de l'IA qu'on appelle la NLP. Il y a différents courants, différentes méthodes. Je pourrais revenir dessus bien plus tard si on a le temps. Mais en tout cas, on va entraîner des algorithmes sur des corpus RH et on va les entraîner à comprendre ce que disent les gens. Qu'est-ce qu'un chatbot? Juste donc, pour revenir, pour résumer la slide d'avant, un chatbot, c'est un robot dialogueur. Et j'ai bien compris, Bastien, que tu me mettais la pression. Mais un chatbot, c'est un programme informatique avec lequel on peut discuter et dialoguer via des conversations automatisées. Donc, chatbot en québécois, c'est donc dialogueur ou chatter robot, qui est vraiment la rencontre entre ce robot, ce programme informatique et une interface de chat avec laquelle on va pouvoir discuter. Ces programmes informatiques, derrière, il y a plusieurs éléments, mais en tout cas, le but, ça va être de discuter avec, pas un humain, mais un programme informatique. Donc, chatbot, donc via une interface de chat,
On parle aussi, on en parlera un petit peu moins aujourd'hui, de VoiceBot. Et du coup, c'est la même dynamique, mais pour le coup, on va discuter, on va parler de manière orale avec une interface vocale, par exemple, un assistant Alexa ou Siri dans notre poche, dans notre appel. Et ensuite, vous avez aussi la même chose sur du callbot, donc qui ont une sorte de SVI plus intelligent, où au téléphone, vous allez pouvoir parler avec un robot, un robot automatisé. Donc, prochaine slide. Petit cours d'histoire, parce que j'adore l'histoire, comme vous l'avez compris. Le concept de chatbot, il n'est pas nouveau. Il date des années 1950. Il a été créé par Alan Turing, que vous connaissez peut-être pour le test de Turing, qui est un des informaticiens les plus connus de l'informatique. Le premier, donc il a créé le concept. Le premier chatbot fonctionnel, 1966, c'est un chatbot de recherche qui s'appelle Elisa, qui a été créé au MIT, qui était un chatbot psychologue. À l'origine, les chatbots étaient plutôt simples et ils étaient utilisés pour un principal cas d'usage qui était l'automatisation de la réponse à des questions et des cas d'usage qui étaient plus informatifs. Et derrière, il n'y avait pas vraiment d'algorithme de compréhension du langage. Ça les rendait pas moins bien ou mieux. Et pour le coup, il y a des chatbots qui sont basés sur des algorithmes de compréhension du langage. Il y a des chatbots qui sont basés juste sur des arbres de connaissances qui sont prédéfinis dans lesquels vous allez rentrer via le chatbot et des boutons dans un chemin conversationnel. À l'origine, on utilisait plutôt cette partie. Aujourd'hui, pourquoi on parle de plus en plus de chatbots et les chatbots ont une acception qui sont beaucoup plus fortes qu'avant, pour deux raisons principales. La première, c'est une raison d'usage. En 1950, on n'utilisait pas de chat vraiment, du coup forcément, on n'utilisait pas vraiment de chatbot. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à utiliser de plus en plus l'interface de chat, via Teams et via Messenger, qui a des milliards d'interactions tous les jours. Mais aussi parce que les algorithmes et les technologies sous-jacentes sont de plus en plus se sont énormément améliorés dans les 70 dernières années. Et du coup, aujourd'hui, on est en mesure d'apporter des assistants conversationnels qui donc non seulement sont plus utilisés parce que tout le monde utilise Teams ou du chat ou à l'habitude, en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui sont habituées à utiliser des interfaces conversationnelles. Mais en plus de ça, parce que on a aujourd'hui des systèmes et des algorithmes qui sont en mesure donc de faire de la question-réponse, qui est très efficiente dans le cadre de l'automatisation de support. Je comprends une question et je vais lui apporter une réponse de manière automatisée, qui peut être générique par exemple, mais aller aussi un cran plus loin, et Eric en parlait tout à l'heure, en étant une interface vers l'ensemble du parc applicatif SIRH et en permettant, via des conversations et des phrases que je vais dire au chatbot, d'aller récupérer des congés ou télécharger ma fiche de paie. Les cas d'usage des chatbots, vous avez aujourd'hui des chatbots, et je pense qu'on en a déjà parlé parce que je vois des questions dessus, sur plein de cas d'usage, sur énormément de cas d'usage. Les cas d'usage sur lesquels vous êtes les plus habitués, c'est les cas d'usage qui sont externes, qui sont un petit peu plus vieux et plutôt dans le secteur privé. Je pense que les chatbots les plus connus aujourd'hui, c'est le chatbot oui SNCF pour le coup, qui vous permet de commander un billet de train, mais vous avez aussi des chatbots comme le chatbot d'Air France, qui vous permet de poser des questions et de tracer, par exemple, votre bagage abandonné. Ça, c'est dans le secteur privé. Dans le secteur public, vous avez aussi, donc ça c'est en bas à droite, un conversationnel qui se développe de plus en plus, j'en parlerai pas énormément, mais qui est ce qu'on appelle le conversationnel citoyen, c'est-à-dire la mise en place d'agents conversationnels qui vont répondre aux citoyens et qui vont les aider en améliorant les services de collectivité ou du public. Donc, Clévy, on a développé le Covid-bot qui répond, avec l'Institut Pasteur par exemple, qui répond automatiquement aux questions de la population sur le Covid. Mais la grande nouveauté, on va dire, de ces 10 dernières années, c'est l'automatisation des process internes. C'est les chatbots qui sont utilisés pour automatiser du support interne. On va parler beaucoup aujourd'hui du support RH et de l'automatisation de l'efficience et des chatbots RH. Mais sachez que aujourd'hui, on voit aussi des chatbots juridiques qui répondent automatiquement à des questions sur, par exemple, des questions du RGPD, des chatbots support informatique pour le coup qui sont là depuis pas mal de temps, mais vous avez aussi des chatbots achats, finance, etc. Et c'est une transition idéale pour Jean-Yves, donc je vais vous donner la main, Jean-Yves, pour nous parler un petit peu du projet RHD2, donc ce chatbot RH qui a été mis en place au sein de SNCF Réseau,
Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment gère-t-on un projet ambitieux comme un chatbot, comme un chatbot RH et comment est-ce qu'on le déploie au sein d'une entreprise de la taille de SNCF Réseau? Ok. Donc, avant de répondre à la question, parce que comme Salim a dit qu'il aimait bien l'histoire, je vais raconter un peu notre histoire aussi, très rapidement, en quelques phrases. Parce qu'effectivement, il y a 3 ans, en lançant un process de lead management, puisque là, je vois qu'il y a beaucoup de RH, donc bonjour les amis, RH. Et donc, je vous ai rencontré selon que ce soit le recrutement, que ce soit la paye, que ce soit la formation. En tout cas, j'ai commencé à faire une démarche de lead management pour trouver les irritants, en tout cas de notre population. Et un irritant qui est revenu assez facile, rapidement, c'était les sollicitations des questions simples, cette fois-ci ressources humaines, et en se disant si on pouvait trouver une méthode pour enlever toutes ces questions simples, on serait vraiment heureux. On pourrait passer plus de temps du coup humainement avec des vraies questions ressources humaines pour aider, entre parenthèses, nos collaborateurs, et moins de temps sur des questions récurrentes qui nous arrivent tous les jours. Et si je fais le parallèle tout à l'heure, Salim, tu as fait référence à Alan Turing. Alors moi, évidemment, je ne me compare pas à Alan Turing, loin de là, mais je pense à son film dans Imitation Games, lorsqu'il veut trouver les fameux codes secrets de l'armée allemande. À un moment, il se dit, si l'homme n'y arrive pas, alors il faut que j'invente une machine. Eh bien, moi, je le fais dans l'autre sens. Je me dis, voilà, l'homme, est-ce qu'il est vraiment fait pour répondre à des questions simples, pour faire des tâches quotidiennes? On revient à la problématique des personnes dans les supermarchés, dans les caissiers ou les caissières. Est-ce qu'un humain, est-ce qu'un humain est né pour faire cela, pour ces tâches quotidiennes? Et en tout cas, pour les ressources humaines, je ne pense pas. Alors, je pense plutôt QVT, je pense plutôt, bien sûr, aussi productivité et aimer son travail, c'est-à-dire que voilà, ces tâches récurrentes, eh bien, je laisse le robot du coup le faire. Par contre, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est lié à l'humain, effectivement, je le préserve. Donc, l'historique de comment ça a démarré, en fait, au départ, à petite boutade, c'était R2D2. On a arrêté parce que Georges Lucas aurait pu nous lancer en procès. Donc, on l'a appelé RHD2. En fait, voilà, il est venu tout d'abord pour voilà, aider les ressources humaines à faire plus d'humains, en fait, de la QVT et bien sûr de la productivité. Ça, c'est certain. Et ensuite, notre objectif, bien sûr, et on l'a vu tout à l'heure, c'est d'aider les managers. Alors, quels que soient les métiers, aider les managers en production. C'est-à-dire qu'en production, quelle que soit aussi la production, généralement, quand on manage une équipe, eh bien, d'abord, ce qu'on aime, c'est sa production. Ce qui compte, c'est produire. Alors évidemment, si c'est SNCF, je vais prendre un cas concret, par exemple, ceux qui travaillent sur les voies, entre nous, on les appelle les DPX. Eh bien, ces DPX-là travaillent sur les voies et un peu comme les commerciaux, lorsqu'ils rentrent le soir, s'il faut qu'ils répondent aux questions humaines ou des problèmes de finances, des problèmes de budget, des problèmes de sécurité, voilà. En fait, c'est pas vraiment leur métier. Leur métier, c'est de manager une équipe, c'est s'occuper de leur production. Alors, tout ce qui est fonction transverse, quand on leur a dit, écoutez, seriez-vous d'accord d'avoir un petit robot pour vous aider à répondre aux questions simples de vos équipes? Je peux vous dire que entre nous, ils nous ont fait des bisous. Ils ont d'ailleurs, il y a 3 ans, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas du tout. Et aujourd'hui, on a des retours, bien sûr, ça c'est grâce au monde digital, on peut vraiment avoir tous ces indicateurs. Eh bien, certains, si on leur enlève RHD2, ils seraient vraiment pas d'accord. Donc ça, c'est le côté. Alors voilà, l'historique, c'est quand même important de savoir que d'où ça vient. On enlève les irritants, on essaye de les supprimer en intégrant ce robot. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais il existe aussi des foires aux questions. On entend souvent parler, on fait le parallèle avec les foires aux questions. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup quand vous achetez un produit, si vous allez rechercher vos réponses dans les foires aux questions. En tout cas, on sait qu'à peu près 2 ou 3% des cas, ça va pouvoir répondre à votre question. Tandis que le chatbot actuel, RHD2, voilà, vous avez des indicateurs. Vous voyez, il répond à 88, voire même 80%. C'est-à-dire que sur 10 questions, eh bien, le client aura 8 réponses, en tout cas en direct. Il restera, bien sûr, 2 questions en attente. Et derrière cela, eh bien, il y a une équipe, bien sûr, qui doit y répondre. Alors,
voilà, vous l'avez compris, enfin en tout cas, comment on a construit RH2 et alors la réussite, elle est modeste, bien sûr, ça reste à notre échelle, mais moi j'ai envie de dire pourquoi ça fonctionne, même par rapport à d'autres. Eh bien, d'abord, première chose, on s'est vraiment focalisé sur les questions simples, récurrentes et sans une grande valeur ajoutée ressources humaines. Vraiment, c'est-à-dire que si la question elle est personnelle, elle est très complexe et qui demande effectivement et qui demande un rendez-vous avec un humain, cette fois-ci, là, on ne la traite pas. On engage à ce moment-là le collaborateur à contacter un tel ou un tel. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, et ça c'est très important, ça vient de notre aussi expérience marketing, et parce que les ressources humaines, le spectre, aux achats, je sais que c'est grand, mais en tout cas les ressources humaines, d'ailleurs on peut se demander qu'est-ce qui n'est pas une question liée aux ressources humaines, tellement c'est large. Et on est parti du concept où on s'est dit, si un client pose une question, un collaborateur pose une question, je lui dois une réponse. Alors peut-être pas celle qu'il attend. Évidemment, s'il vous demande, j'espère avoir une augmentation de 10% le mois prochain, c'est vrai qu'il va être déçu de la réponse des RH2. Mais ceci dit, il aura quand même une réponse. Et ça, l'effet de au service de, c'est vraiment très puissant et très fort. Voilà, alors, on a les satisfactions, c'est vrai que, alors c'est 96%, c'est vrai que nous avons remarqué que tous ceux qui arrivent à se connecter, enfin la plupart, au moins une fois, posent une question au moins une fois, dans 90%, eh bien, ils recommencent. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai envie de dire, de la vie, de la collaboration, un jeune qui arrive, par exemple, dans notre société, va souvent poser les mêmes questions. Ensuite, sa vie va continuer, il va avoir de l'expérience. Ensuite, sans doute, il va s'entourer de famille. Donc, toutes les questions qui sont liées aux familles, etc. Donc, du coup, on a une satisfaction assez importante. Ou par contre, on a du mal, il y a le côté aussi noir, et il faut le dire, c'est encore un produit très, très récent. Bien sûr, Saline, Bastien ou Eric sont nés dedans, donc il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, quand, je sais pas, vous allez dans la rue et vous posez la question à 100 personnes, savez-vous ce que c'est qu'un chatbot? Même s'ils l'utilisent, même s'ils connaissent le Webot, la plupart, j'ai envie de dire, il y aura peut-être 3 réponses positives. Donc, c'est encore un produit nouveau qui fait peur. Hein, et pour avoir ces 96% de satisfaction, oui, pour ceux qui se sont connectés. Mais ceux qui ne se sont jamais connectés, il y a des personnes qui refusent encore de se connecter à ce monde digital, à ce nouveau monde. Et c'est cela qu'il faut aller chercher. Alors, vous voyez, effectivement, on a des indicateurs. Je vais vous en donner qu'un seul qui n'est pas affiché et qui, pour moi, est aussi important. On reçoit, voilà, on a une population de 54 000 collaborateurs. Alors, c'est très vaste, hein, ça va de la production jusqu'aux fonctions transverses. Et aujourd'hui, on tourne à peu près entre 580 600 questions par jour, ce qui est déjà très, très intéressant. Ça fait beaucoup de questions qui ne sont pas répondues, auxquelles d'autres personnes ne répondent pas, surtout. En tout cas, pour la plupart. Enfin, je pense que en tout cas, moi, je trouve ça très impressionnant. Même à l'échelle d'une entreprise comme SNCF Réseau, c'est très impressionnant. On a dans le chat, on a Jean-Michel et ça va me permettre du coup de passer à la section questions. On a pardon, Yvan Michel, désolé, Yvan qui nous demande Jean-Yves, quel type de KPI avez-vous mis en œuvre pour mesurer le ROI de votre chatbot? C'est une question très, très intéressante. Oui. Et j'imagine que les 4 KPI qu'on vient de voir sont certains KPI naturellement qu'on regarde, mais ils ne sont pas exclusifs. Ce n'est pas les seuls que vous regardez, certainement. Non, bien sûr. Et là, j'ai envie de dire, c'est l'avantage aussi d'inviter une personne du terrain. Et je vais répondre vraiment en toute transparence et vous allez pouvoir faire vos calculs assez rapidement. On a estimé à peu près à un temps de 10 minutes un temps moyen pour répondre, pour les ressources humaines, à une question. Hein, environ 10 minutes pour y répondre. Et vous imaginez, donc, on doit arriver à peu près, je crois ne serait-ce qu'hier, on était à 208 000 questions. Même si on se dit, allez, sur les 208 000, on en enlève 30 000 pour le fun. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu comme un jeu, on vous donne un jeu, vous l'essayez, bon, voilà. Eh bien, faites votre calcul, 10 minutes, vous calculez le temps à peu près d'un RH moyen, si vous me permettez, son salaire, et vous allez voir que le ROI est évidemment très positif. Après, je laisserai parler sans doute
en fin de réunion et puis de contacter Clévy si vous êtes vraiment intéressé. Et je peux vous dire que financièrement, c'est très intéressant. Et au niveau, alors pour venir au niveau productivité, et c'est facilement démontrable, au début, on n'était pas sûr, on n'est jamais sûr quand on lance un projet digital s'il va accrocher, s'il va fonctionner. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que il fallait absolument, en tout cas, que le bot puisse répondre. Mais au niveau réponse aux questions, au niveau retour, voilà, dépenses, investissement, dépenses, recettes, je peux vous dire que c'est vraiment un produit qui est très, très intéressant et qui va sans doute monter puisque, si tu me permets, Bastien, en tout cas, je vous ai parlé d'irritant, de lead management. En fait, pour tout vous dire, on n'avait pas au départ imaginé un chatbot. On avait été beaucoup plus loin. On avait imaginé un collaborateur virtuel, et je crois que Salim va nous en parler. On l'avait imaginé, le collaborateur virtuel, en 2030, c'était juste, voilà, et se dire, voilà, avoir son assistant, alors moi je préfère Alexa que Google, mais bon, avoir son Alexa, je parle de travail, hein, pas pour la météo, avoir son Alexa à côté pour les fonctions transverses, en voice, qui puisse vous aider, supprimer le clavier et avoir 2 écrans pour travailler. Et je pense que là, on aura atteint quelque chose de très, très intéressant. Vous mordez presque sur la question suivante, Jean-Yves, attention. C'est vrai, je l'ai pas regardé. Non, mais on va continuer avec les questions de public. Une question et ensuite on va s'arrêter sur cette question-là. Donc une petite parenthèse. Donc Nicolas nous demandait bonjour, comment se mesure la réussite de la mise en place d'un chatbot. Je pense qu'on a largement répondu à cette question avec les KPI qui étaient sur la slide, plus ce que Jean-Yves vient de nous dire. Seb nous pose la question. Donc, question pour Jean-Yves. Pour vous, certaines tâches à faible valeur ajoutée doivent être traitées par la machine au profit des missions d'expertise. Donc, je reviens sur ce qu'on se disait. Avez-vous réussi à embarquer vos équipes RH dans ce projet, à leur transmettre le message et l'intérêt de la solution? Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à transmettre et à les embarquer finalement, si je puis dire? Très bien. Oui. Très bien. Alors, il me fait penser, la question est vraiment intéressante parce qu'il y a aussi un autre domaine très très important lorsqu'on montre un chatbot, c'est d'avoir une équipe derrière d'experts qui puissent bien sûr répondre et animer cette équipe-là. Ça, c'est super important. Et juste pour vous donner l'ordre de grandeur, pour atteindre ces résultats, j'ai à peu près une vingtaine d'experts. Alors, ne pensez pas qu'on m'a autorisé à embaucher 20 personnes, j'aurais bien aimé, 20 experts RH, pas du tout. J'ai fait un appel à volontaires d'experts RH qui viennent répondre, en tout cas, aux questions qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon dans l'inbox. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai eu énormément de demandes. Et ça, c'était de volontaires. Et ça, c'était vraiment très, très agréable parce que c'était une aventure. Et aujourd'hui, il y a très, très peu de turnover et ils sont encore là. Et ça, c'est important. Si demain, vous vous lancez, il faut absolument, je vous invite, en tout cas, à préparer, qui va pouvoir vous accompagner parce que si vous répondez pas aux questions, ça paraît tout simple, hein, mais si le chatbot ne répond pas assez rapidement aux questions, en fait, on va pas réussir vous ne réussirez pas, en tout cas, à avoir des stats intéressants. Ensuite, pour répondre aussi à la question de communication, en fait, et là, je vais être très, très concret. On a décidé 2 choses. La première, un courrier du DRH à tous les salariés. Un courriel, pardon. On ne voulait pas, bien sûr, utiliser le mail parce que le but du bot, c'est bien sûr de diminuer le mail. Mais ce jour-là, on l'a fait. On a envoyé un courrier aux 54 000, le DRH, et a présenté le produit. Et ça a fait le buzz, bien sûr, parce que effectivement une société, alors il y en a bien sûr plein d'autres, mais avec un certain nombre de salariés, le DRH n'écrit pas souvent, voire hélas jamais. Mais ce jour-là, voilà, lorsqu'il a écrit, je peux vous dire que le lendemain, ça a été un buzz. Ça, c'était super intéressant. La deuxième chose que nous avons réalisée, je ne sais pas dans quelle société vous travaillez, vous êtes trop nombreux, mais en tout cas, on a réussi à convaincre, et là j'attaque un peu les ASTI, les DSI, en tout cas le monde informatique, qui se réserve le droit de mettre ces petits logos, ce que j'appelle une web app, sur les bureaux des ordinateurs, n'est-ce pas, messieurs? Et là, j'ai réussi, notre équipe a réussi à intégrer cette petite web app, donc d'une fonction transverse sur les bureaux des ordinateurs, de tous les ordinateurs donc de SNCF Réseau. Et ça, c'était drôlement une bonne idée, parce que du coup,
ce petit RHD2 apparaît sur tous les ordinateurs dès que un jeune embauché, par exemple, arrive. Voilà, on lui installe son ordinateur comme dans toutes les sociétés et il a ce petit logo RHD2. Donc ça a été et aujourd'hui, en tout cas, RHD2 est aussi disponible sur Teams et aussi sur une application SNCF qui s'appelle Interface Salarié sur les mobiles, en tout cas Android, iPhone ou iOS. Voilà pour répondre. Au niveau communication, ça a été un moment fort de le faire ainsi. Merci Jean-Yves pour ce partage. C'est très précieux parce que c'est des questions que tout le monde se pose. Vous avez même répondu à des questions que d'autres personnes posaient dans le chat et donc vous avez répondu à plusieurs questions en même temps. C'est vraiment hyper intéressant, notamment d'apprendre que dans votre organisation, on a eu une population donc une population naturellement qui avait quelque peur, et une population carrément qui vous a rejoint finalement dans ce projet en se proposant. Et naturellement, c'est toujours, à mon avis, crucial d'avoir l'appui de sa hiérarchie, et notamment dans le cas présent du DRH, pour faire en sorte que ce projet soit un succès. Je vous invite maintenant donc on va passer donc à la question suivante. Donc, je suis sûr que suite à ce qu'on s'est dit pour la première question, le fait que l'automatisation évolue en entreprise, que l'IA évolue également, je suis sûr que cette question, du coup, vous la posez, et d'ailleurs, elle est arrivée sous forme différente, notamment dans le chat. Quel rôle pour l'humain dans un univers automatisé? Et là, j'ai carrément envie de vous redonner un peu la main, Jean-Yves, parce que ça rejoint des questions qu'il y a dans le chat qui étaient pour vous, et on a envie de savoir comment est-ce que vous avez, quel est votre avis en fait sur cette question-là, sur le rôle de l'humain dans un univers automatisé, dans un univers dans lequel on a RHD2 qui répond aux questions récurrentes des collaborateurs. Ouais, alors c'est une super question, elle revient très très souvent. Si vous me permettez, à nouveau et aussi afin d'être transparent, et surtout sans faire de politique et ni lié à la politique, mais si vraiment il y a des personnes qui sont attachées à l'humain, et je rappelle bien, je suis pas là pour ni faire de la promotion ni critiquer quoi que ce soit, mais en tout cas, ce sont les instances représentatives, les IRP, entre parenthèses, les syndicats. Eh bien, lorsque j'ai présenté, parce que bien sûr, pour donner connexion aux 54 000 salariés, j'ai présenté aussi ce projet RHD2 aux différents syndicats de la SNCF. Eh bien, je m'attendais bien sûr à beaucoup de critiques, et qui est tout à fait justifié si on parle d'humain. Eh bien, j'ai été assez surpris de voir que 80% des questions étaient plutôt très positives, c'est-à-dire que eux-mêmes, et s'ils représentent l'humain, eux aussi, en tout cas, ils ont fait attention et ils se sont dit, oui, nous aussi, ça va nous servir. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une base de connaissances qui est accessible à tous, et du coup, et qui est à jour, et qui, en plus, qui est validée par, on a un juriste en ressources humaines qui vient vérifier les réponses, et du coup, voilà, on voit ils ont vu rapidement la place de l'humain. Alors, bien sûr, la question est la seule question, j'ai envie de dire, qui revient, c'est mais oui, mais alors, l'humain, en tout cas en RHD2, va-t-il remplacer des postes? Ça, c'était la question qui revient assez souvent. Allez-vous diminuer des postes parce qu'il y aura RHD2? Pour être transparent, si certaines personnes, ressources humaines, ne font que des tâches simples, récurrentes, sincèrement, tout en restant bienveillant, je pense qu'elle sera remplacée. Alors, il faudra que la personne fasse autre chose. Mais dans le monde où je pense qu'on va vivre, cette personne-là, et on revient sur l'éducation, on revient je pense au docteur Alexandre qui en parle énormément, sur l'éducation, effectivement, il y a des postes, s'ils sont récurrents, s'ils sont simples, très probablement, dans 10 ans, ils seront remplacés. Parce que, voilà, après, on se pose la question, est-ce que l'humain est fait pour ça? Et je reviens sur mon sujet de tout à l'heure. Mais voilà ce que je pourrais dire par rapport à la place de l'humain. Alors, 2 mots, puis pardon, je suis désolé, je prends, mais 2 mots que je ne veux pas prononcer, c'est toujours et jamais, parce que effectivement, tout à l'heure, Saline l'a dit, l'IA forte n'existe pas, c'est peut-être une chimère, n'empêche qu'on essaye d'y aller.
Et, et dire que demain, il n'y aura pas d'IA forte, je pense, sincèrement, je reste, voilà, je vais dire 2001 l'Odyssée de l'espace et je demanderai à Karl ce qu'il en pense. Très bien. En tout cas, donc, merci pour cette vision. C'est une vision. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la réponse à votre question est basée sur l'expérience que vous avez, notamment avec RHD2. Je trouve ça formidable. Eric, toi, de ton côté, comme je disais tout à l'heure, tu échanges non-stop tous les jours avec des personnes qui se posent cette question également. Quelle réponse t'aurais à apporter, toi, du coup, au public qui est aujourd'hui ici et qui se pose du coup cette question, cette même question, quel rôle pour l'humain dans un univers automatisé? Oui, en fait, bon, je pense que Jean-Yves a pas mal apporté d'éléments de réponse sur ce sujet. Je pense que effectivement, il y a un premier niveau de réponse qui est que le chatbot permet de traiter tout un ensemble de questions récurrentes et avant de remplacer les acteurs RH, déjà les décharger au profit d'actions à valeur ajoutée. Hein. Donc ça, je pense, c'est quand même un point qui est structurant, hein, déjà, de permettre aux acteurs RH de se recentrer sur la proximité, sur des services à valeur ajoutée. Et donc, de ce fait, je dirais que ça change la relation vis-à-vis des collaborateurs et ça laisse justement toute la place à l'humain. Moi, après, l'autre élément d'expérience que je peux partager, c'est que sur les différents projets qu'on a menés, moi, j'ai été vraiment frappé, notamment pendant les phases de conception, sur l'implication des équipes RH dans la constitution du chatbot. C'est-à-dire, bien souvent, on a un expert GTA, un expert par les différents domaines RH qui sont vraiment à contribution pour concevoir la base de connaissances, définir les use cases en termes d'intégration et d'automatisation. Et ils sont pour le coup pas du tout dans une posture de est-ce qu'on va me piquer mon travail ou quel va être mon devenir plus tard. Ils sont vraiment dans une optique qui est de se dire je suis en train de constituer une vitrine pour la DRH, je suis en train de constituer un futur service RH innovant, une nouvelle réponse aux collaborateurs. Et au contraire, ils prennent plutôt ces projets-là comme un levier pour valoriser leur expertise. Donc moi, j'ai senti assez peu de freins dans ce domaine-là, et au contraire, parce que je voyais qu'il y avait des questions dans les commentaires là-dessus, il n'y avait pas trop de change à apporter sur cette dimension, mais au contraire, ils étaient très moteurs. Alors, bien sûr, il y a quelques clés en termes de méthode de projet pour bien amener cette dynamique d'équipe, mais elle se construit très naturellement, en fait. Donc ça, c'est un premier point. Et le second point, Jean-Yves l'a un petit peu évoqué. En tout cas, nous, on insiste beaucoup là-dessus en termes de méthodologie. Hein. C'est qu'il ne faut pas voir le chatbot comme un robot qu'on conçoit et qu'on pose ensuite dans un coin. La qualité du chatbot et donc de la relation qui sera établie avec les collaborateurs passe par des actions. C'est-à-dire qu'il faut le faire vivre, ce chatbot. Il faut répondre aux fameuses 2 questions ou une question sur 10 qui n'ont pas trouvé de réponse. Faut faire vivre la base de connaissances, hein, même si l'IA va l'améliorer au quotidien. Il y a quand même des nouvelles choses à amener. Il faut tout simplement, comme toute dynamique, animer ce chatbot. Ça peut être par rapport au temps fort. Hein. On sait bien que dans le métier du DRH, il y a toujours des événements qui arrivent. Donc ça donne plein d'occasions finalement à animer le chatbot et je dirais ramener sur le devant de la scène des éléments d'interaction avec le collaborateur. Puis bien sûr, on sait bien qu'il y a plein d'événements. Hein. On peut le voir, ne serait-ce que avec la crise sanitaire qu'on a pu connaître, hein, ça alimente plein de cas concrets, plein de cas d'utilisation pour alimenter ce chatbot et le faire vivre vis-à-vis des collaborateurs. Donc moi, c'est vrai que c'est peut-être mon côté positif, hein, des choses, mais je pense qu'effectivement l'automatisation
Et cette évolution, c'est de toute façon un mouvement inéluctable, hein, mais je pense que, en tout cas, sur le domaine des RH, il y a tellement à faire que je vois pas ça comme des suppressions de postes ou des choses comme ça, mais plutôt comme une vraie réorientation de la chaîne de valeur et du repositionnement. Le chatbot, c'est un vrai outil pour repositionner au centre l'humain, en fait, hein. Donc ça, moi, je suis vraiment pas inquiet sur cette dimension-là. Merci Eric. En tout cas, c'est rassurant de voir que c'est un constat qui est partagé par toi, mais également par Jean-Yves par Jean-Yves au sein de SNCF Réseau, Salim également, puisque on est bien placé pour le savoir. On va attaquer maintenant une série de questions et on avance un petit peu. Salim, je te donnerai un peu la parole tout à l'heure parce qu'on est un petit peu en retard sur le planning et on aimerait aborder toutes les questions. Donc, on va passer à des questions du public. On a Nadège qui nous demande quelle est la taille minimale de l'organisation, donc en effet, l'effectif d'une organisation pour commencer à considérer l'utilisation d'un chatbot. Salim, je pense que c'est la bonne occasion pour te redonner la main. Oui, je peux personnellement vous dire juste quelle est la taille de notre plus petit client parce que je pense qu'il peut y avoir un intérêt à la mise en place de ces technologies pour tout type d'entreprise, parce que je ne connais pas une seule entreprise sur laquelle vous allez voir les RH et vous leur dites est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos équipes passent trop de temps à répondre à la question récurrente. Il y a quand même très peu d'entreprises qui vont dire non, moi tout va bien, j'ai vraiment le temps de faire mon devoir de conseil. Par contre, pour être en mesure d'assurer une grande efficience et une grande qualité, on a développé et aussi avec nos partenaires une méthodologie projet qui nous apparaît la plus pertinente à partir d'entreprises qui ont 500 collaborateurs, entre 500 et 1000 collaborateurs. En dessous, c'est moins notre domaine d'expertise, mais vraiment entre 1000 et on va dire 50 000. Pour le coup, on est vraiment sur notre zone de confort sur lesquelles on observe une plus grande efficience. Merci Salim. Je vous propose maintenant de passer à la suite. On va maintenant faire la démonstration du chatbot donc Eva. Donc le chatbot Eva, c'est le chatbot RH proposé par Clévy. Donc il a été déployé avec un autre nom chez SNCF Réseau, mais c'est essentiellement la même technologie derrière. Pendant cette démonstration, on aura également l'opportunité de répondre à certaines de vos questions et je profite du coup du fait que je parle de ça pour vraiment vous encourager à continuer à poser des questions. On va répondre à une ou deux questions. Donc, on nous demande quelques cas d'usage, peut-être question pour toi, Eric, hein, quelques cas d'usage dans le chatbot RH. Sur quoi est-ce qu'un chatbot RH peut avoir du sens? Avec quel type de système d'information est-ce qu'il peut se brancher? Ouais, sur la partie cas d'usage, en fait, je vais me permettre de faire un peu la transition sur la question du futur du chatbot, hein, parce que bon, voilà, nous on parlait d'entreprise autonome tout à l'heure, donc là, moi, je vais aller moins sur des usages futuristes, je vais aller sur des usages qui sont à notre portée de main, qui sont vraiment devant nous. Moi, je pense que les cas d'usage, et Salim en parlait notamment par rapport à une intégration plus complexe, hein, et une intégration avec le SI, c'est vraiment de proposer un chatbot et une expérience conversationnelle aux collaborateurs qui soit complètement intégrée. C'est-à-dire, quand on demande des actions sur des congés, par exemple, c'était l'exemple qu'on montrait, on va jusqu'au bout en s'intégrant nativement et de façon fluide avec l'outil de GTA correspondant. Donc ça, c'est vraiment nous notre stratégie et ce qui fait du sens dans le partenariat avec Clévy, puisque on développe cette double compétence pour proposer ce type de projet à nos clients. Et c'est vraiment dans notre stratégie du coup de maîtriser les processus métiers RH
et la façon d'interagir avec les principaux SI, les principaux SIRH. Et donc les cas d'usage qu'on voit le plus chez nos clients. Clairement, il y a tout ce qui a trait à la partie GTA. Hein. Et on voit bien parce que ça mixe des questions un petit peu de type base de connaissances, type réglementaire, les congés fractionnés, à quoi j'ai le droit, etc. Mais aussi, parce que souvent la règle ne suffit pas, il faut pouvoir voir sur pièce et voir réellement les compteurs, les typologies de compteurs. On a des clients où on remonte plus d'une vingtaine de types de compteurs. Donc ça c'est vraiment un cas d'usage qu'on voit de façon forte. Et puis là, on va jusqu'à la pause de congé et on commence à avoir d'autres types de cas d'usage qui vont être plus par rapport à de la planification, pouvoir accéder à des plannings, à des pauses d'astreinte, des choses beaucoup plus opérationnelles, si je puis dire. Donc ça, c'est une première famille de cas d'usage. Une deuxième famille de cas d'usage, c'est plus dans la thématique plus globale de la dématérialisation, hein, donc accès aux feuilles de paye, génération d'attestations, des formulaires, etc. Donc là, typiquement, il y a les formulaires de télétravail, les attestations Covid, si on est dans l'actualité récente. Et il y a un point qui est assez intéressant, c'est que on peut le proposer directement dans le chatbot, hein, au travers d'une expérience conversationnelle de type formulaire qui va récupérer des données et générer les documents attendus. Mais on développe aussi des partenariats avec les principales solutions de dématérialisation de façon à capitaliser finalement sur les moteurs de dématérialisation, les process que vous avez mis en place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir le projet chatbot non plus comme on réécrit tout ou on refait tout. C'est vraiment un… Alors d'ailleurs, le logo de Clévy pour le langage CSML, c'est un perroquet, mais ça aurait pu être un caméléon parce qu'en fait, on va vraiment s'adapter et se fondre dans le paysage du SIRH. Donc, voilà pour moi les principaux cas d'usage. Après, j'en profiterai aussi juste pour parler un petit peu de l'organisation Acton. Donc, voilà, on a les compétences technologiques pour faire les intégrations dont je parlais. Et justement, pour avoir cette double compétence, on a une manager donc, qui est Chloé, hein, qui va pouvoir vraiment accompagner justement sur cette dimension des cas d'usage et dérouler avec vous ces cas d'usage, mais en parlant, Jean-Yves le disait tout à l'heure, hein, en étant vraiment dans votre métier au quotidien. Merci, merci Eric. Je vais profiter qu'on est sur cette question pour vous solliciter, Jean-Yves, puisque on a déjà parlé dans le passé. Je sais que vous avez une vision des caractéristiques du chatbot RH de demain qui est plutôt précise et en tout cas qui est très éclairée. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous la partager? Oui, j'en ai déjà un peu parlé. J'ai parlé du collaborateur virtuel, mais oui, effectivement, c'est plutôt la fonction pour moi. Et d'ailleurs, j'ai lu quelques questions déjà tout à l'heure, qui étaient vraiment, toutes les questions sont intéressantes, mais il y en a certaines qui sont vraiment d'ailleurs très pertinentes, qui parlent de demain et quels sont les métiers aussi qui pourraient, les métiers RH. Et j'ai envie de dire presque tous les métiers. Et pour répondre aussi à la question de RH, le chatbot RH de demain, c'est évidemment les questions les plus pertinentes, à part les questions du jour, hein, parce qu'en ce moment, c'est télétravail, le Covid, etc. C'est déjà la paye, tout ce qui est lié avec la paye, forcément, tout ce qui est lié avec les congés et tout ce qui est lié avec la formation. Déjà, ces trois domaines-là, bien sûr, il y a le recrutement, il y a tout vient après, mais en tout cas, ça, c'est pour répondre déjà à certaines questions. Le chatbot RH de demain, j'en ai un peu parlé pour moi, alors, je ne sais pas tout, bien sûr, avec Amazon, mais voilà, c'est-à-dire avoir un collaborateur à côté de vous, nous, à côté de nous, RH, qui permet effectivement, à tous les collaborateurs, bien déjà, on a une première réponse, ressources humaines, en direct, en voix, parce que je pense, et je ne suis pas le seul, que la voix va vraiment apporter un plus de rapidité notamment, hein, pour ne serait-ce que poser la question et puis avoir la réponse. Et ça, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Le chatbot RH de demain, lié à toutes les applications. Et j'ai envie de dire très ouvert, très marketing. C'est un grand changement. Hein. Enfin, en tout cas, chez nous, ça a été un grand changement. Et on a fait partie et on a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet.
Voilà, c'est-à-dire que en clair, j'ai un problème personnel, par exemple, je me sens pas très bien ou mon manager me harcèle. Là, j'ai besoin de voir un RH. Et c'est vrai, Bastien, et malheureusement, quand ça arrive, des moments, ça peut être tragique, ça peut être un problème de QVT, ça peut être, voilà. Là, j'ai besoin de parler avec un humain. Un robot, aujourd'hui, à ma connaissance, ne peut pas apporter ce service-là. Par contre, comme l'a dit Salim, a fait cette démonstration, valider un jour de congé, sincèrement, je ne pense pas qu'on ait besoin d'un humain. Et c'est-à-dire que là, on voit bien des connexions à tous les outils. Et Dieu sait si RH, on en a aussi un bon nombre. Mais au moins, le client, lui, il n'en connaît qu'un, son chatbot, pour avoir sa réponse. Tout à fait. Et je souriais, Jean-Yves, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à oublier enfin, j'imagine que les RH qui sont ici dans le public ne l'oublient jamais, mais en tout cas, le grand public a tendance à oublier que les RH, c'est pas seulement poser des congés, mais c'est aussi régler des problèmes, les problèmes des collaborateurs dans leur vie dans l'entreprise. Donc c'est ça qui me faisait sourire, parce que c'est vrai que c'est intéressant de le pointer. Salim, peut-être qu'on peut clôturer cette question et du coup le webinaire. Donc on va quand même continuer par la suite. On va rester encore pendant peut-être une quinzaine de minutes pour répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, on va peut-être clôturer pour ceux qui doivent partir. Salim, est-ce que tu pourrais nous partager ta vision sur les caractéristiques du chatbot RH de demain, puisque nous, Clévy, donc on est éditeur de chatbot, on baigne dedans et naturellement on construit une vision là-dessus. Est-ce que tu peux être le porte-parole du coup de Clévy pour nous dire quel va être le chatbot de demain? Avec plaisir. Du coup, je suis pas encore visionnaire, mais en tout cas, j'ai une bonne vision du chatbot qu'on a envie de mettre en place, en tout cas de la roadmap produit qu'on a en tête. Mais pour répondre à ça, donc chez Clévy, on croit au Cyril de l'entreprise. On croit au Cyril de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à peu près la même vision que Jean-Yves, et d'ailleurs, on l'a construite, je pense, aussi une partie ensemble au cours de ces années. Une interface unique vers l'ensemble de l'applicatif métier. C'est pas normal qu'aujourd'hui, en moyenne, dans une entreprise de plus de 1000 collaborateurs, un collaborateur, il a accès en moyenne à peu près 60 applicatifs. C'est énorme. Et ça, c'est un double impact. Le premier impact, c'est que du coup, ça fait exploser les coûts de support parce que déjà, la moitié, on a besoin de s'en servir qu'une seule fois dans l'année. Du coup, à chaque fois, on oublie son mot de passe. Mais en plus de ça, c'est des interfaces avec des types d'interfaces qui ont été créés sur des dizaines d'années avec des codes différents. Et du coup, à chaque fois qu'on a besoin de les utiliser, souvent, on ne sait pas les utiliser alors qu'on a juste besoin de faire une seule chose, avoir accès à nos congés, récupérer quelque chose, une information sur la mutuelle. Et du coup, finalement, on pose la question, soit au support informatique, soit au support RH. Du coup, pour moi, c'est vraiment le collaborateur augmenté également, et du coup, cette interface unique qui va répondre à nos questions et qui va nous aider en faisant le lien avec tout l'applicatif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la digitalisation qu'on a observée depuis 50 ans dans les entreprises est extrêmement élitiste. Elle reproduit la fracture numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en priorité, la digitalisation et les services digitaux qu'on a pu apporter en entreprise ont été pensés pour des fonctions sièges, ont été pensés pour des personnes qui ont un ordinateur et une connexion Internet toute la journée. Ce qui veut dire qu'on a un peu mis de côté, on a un peu oublié les populations qui sont en mobilité, les populations qui sont en usine. On travaille aujourd'hui, par exemple, avec Bridor. Il faut qu'on repense la manière de pouvoir donner accès à nos chatbots. Parce que dans les entreprises, tout le monde n'a pas de SSO, tout le monde n'a pas d'adresse email, tout le monde n'a pas même aujourd'hui, d'identité, on va dire, numérique corporate. Pour nous, donc ces interfaces qui sont en fait une interface unique vers des services de plus en plus performants, des services de support, des services RH et l'ensemble des API de l'entreprise, en tout cas des SI de l'entreprise, va nous donner, et bien sûr, ça va être accompagné de conduite du changement, de communication, etc., mais va nous permettre de transmettre l'accès à toutes ces technologies sur son téléphone, dans son mobile, en vocal, je pense, mais en multimodal, c'est-à-dire on va pouvoir poser une question et avoir soit la réponse en vocal, soit en la voyant sur son téléphone, où on a des clients maintenant qui commencent à mettre pas des iPads, mais des tablettes en usine dans lesquelles les utilisateurs peuvent avoir accès à cette technologie. Mais du coup, pour moi, il faut le chatbot de RH de demain va être en même temps donc cette interface unique vers de plus en plus d'applicatifs
et en même temps, cette interface qui va être mobile first, qui va être utilisable par de plus en plus de monde, et aussi ces populations qui ont été un peu les parents pauvres de la digitalisation. C'est une question, d'ailleurs, tu viens de faire le lien avec une question donc, de Jean-Marie qui nous demandait, pour les personnes n'ayant pas de PC dédié en entreprise, cas SNCF Réseau, j'imagine, comment le chatbot RH est-il utilisé par ces populations? Donc, peut-être que Jean-Yves, vous pouvez dire un petit mot là-dessus. Comment est-ce qu'aujourd'hui, RHD2 est utilisé par les populations qui n'ont pas nécessairement un ordinateur avec l'icône sur le bureau? Oui. Alors, eh bien, tout à l'heure, j'ai répondu. Il y a donc la plupart ont des mobiles. Alors, on a de la chance, c'est vrai. C'est que je crois plus de 80% des salariés de la SNCF ont soit un mobile, un iPad ou un PC. Donc, il en reste quand même 20%. Et du coup, là, en fait, c'est surtout certains qui sont en production, et notamment en 3.8, sur des exercices particuliers. Là, on laisse, en fait, il y a un ordinateur, en fait, dans l'établissement, lorsqu'il rentre dans l'établissement, qui est à disposition des différents salariés. Mais, effectivement, voilà, 80% ont quand même un outil numérique, donc soit un téléphone mobile ou un PC, pour pouvoir se connecter. Merci Bon, Jean-Yves. Il y a Office 365 aussi. Merci. On va continuer avec les questions. Donc maintenant, je vous propose peut-être un format un peu différent. On va peut-être porter des réponses un peu plus courtes. Donc on a Seb qui nous demande. Donc Seb qui nous demande, c'est sa dernière question. Est-il possible de tester le chatbot EVA en mode POC, donc POC, Proof of Concept, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme, rapidement et sans impliquer la DSI? Si oui, quel budget à prévoir? Peut-être que Salim, tu peux répondre en 2 mots à ça. Oui, totalement. Donc déjà, la première chose que je veux dire, c'est les DSI, c'est comme les organisations syndicales. Mieux vaut les inclure dans la boucle quand même assez tôt, sachant que souvent, si on les inclut en amont, ils sont hyper contents et facilitateurs. Si on les inclut en aval, ils sont plutôt bloquants. Mais ceci étant dit, la manière dont on a pensé l'outil Clévy au départ, c'est pour qu'il puisse être mis en place rapidement, avec une partie qui n'aura pas besoin d'être branchée. Donc, est-ce qu'il est possible de mettre en place et de le tester rapidement? Oui. Est-ce qu'on fait des POC? Oui, on fait des POC. On s'adapte. On sait d'ailleurs que pour le coup, les RH n'ont pas forcément soit les budgets de mettre en place beaucoup de projets digitaux, soit voilà, et du coup doivent faire la preuve d'un concept avant de pouvoir aller chercher des budgets conséquents. On essaie de s'adapter. Par contre, et ça, je vais être assez ferme et transparent dessus. Un chatbot RH, il y a une partie projet qui va être importante pour nous, dans laquelle on va mettre à contribution des collaborateurs RH, les former et travailler sur cette base de connaissances. On va pas la poker, cette phase, parce que cette phase, elle est importante, parce que si on y passe un peu de temps, et pour le coup, c'est quelques semaines, hein, et c'est quelques jours de vos collaborateurs, mais en tout cas, si on lui donne de l'importance, le résultat, même si c'est un résultat POC sur petit périmètre, qui sera pas engageant sur une année, par exemple, qui peut être voilà, sur, on va dire, quelques mois, sera bien meilleur. Et du coup, on veut, même quand on met en place des POC pour des budgets qui sont réduits chez nos clients, on veut quand même se donner le moyen et vérifier avec nos clients qu'ils sont en mesure de se mettre les moyens pour que le chatbot soit une réussite. Super, merci Salim. On va lancer sur les questions. Donc dans l'ordre, on a Mathieu qui nous demande donc une question pour Eric. Quels sont les SIRH avec lesquels vous avez l'habitude de brancher un chatbot RH? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, Eric? Oui, bien sûr. Alors déjà, effectivement, juste pour rebondir sur la question du POC, donc Salim a répondu. Et effectivement, dans la dimension POC, on a aussi de plus en plus de clients qui intègrent cette notion de conversation un peu plus complexe et d'intégration à SI. Hein, et donc, ça fait partie des éléments de POC. D'ailleurs, on a eu un ou deux clients où finalement le sujet base de connaissances, c'était pas trop un élément de POC parce qu'il était très vite convaincu. Et ils voulaient plutôt voir la valeur de connexion à des SI. Alors sinon, en termes d'outils, donc
on se connecte. Donc sur la partie des maths, etc. Donc on a fait un gros travail avec Clévy aussi d'intégration avec PeopleDoc par exemple comme outil. On travaille avec différents outils donc de core HR, des outillages comme Talentsoft, comme Nuka, comme voilà du Oracle aussi, des SI de paye aussi, hein, tout ce qui est HR Access, ADP, GXP, etc. Donc voilà, on commence à avoir un catalogue de connecteurs qui est assez riche. Et voilà, à chaque fois, donc ça permet d'aller vite sur ce type d'intégration et ensuite on s'adapte, je dirais, à votre contexte et aux différents outils que vous pouvez avoir. On a aussi pas mal de cas de figure avec des SI spécifiques, hein, parce que certains de nos clients ont mis en place des applications sur mesure, par exemple autour de l'onboarding, autour des dotations, des choses comme ça. Les annuaires aussi, hein, tout ce qui est annuaire LDAP, etc. Donc voilà un petit peu les grands types de connecteurs qu'on peut avoir. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Eric. En continuant d'avancer, on a Nicolas qui nous demande, peut-on plugger ce chatbot sur tout type de plateforme? Peut-on faire du branding? Quid des traductions? Un sujet toujours problématique. Que se passe-t-il si on pose une question en chinois? Salim, je t'encourage à répondre en 2 phrases. Après, je coupe le micro. Ok, donc peut-on plugger ce chatbot sur tout type de plateforme? Oui, à partir du moment où en fait on a un type d'interface qui est pluggable sur tout site sur lequel on aura la main sur le code source. Donc la réponse est oui. Peut-on faire du branding? Oui, c'est même conseillé. Comme le disait Jean-Yves, la communication est importante. Quid des traductions, un sujet toujours problématique. Que se passe-t-il si je pose une question en chinois? Il répondra en chinois. On a des capacités dans le produit de traduction automatique et on comprend plus de 50 langues. Après, ce qu'on voit, c'est que les thématiques RH sont des thématiques qui sont plutôt local first. Et du coup, on sera plutôt dans des chatbots qui auront un langage et un langage de base de connaissances, mais on est en capacité de faire du multilingue. Et je vais juste, du coup, rebondir sur ce que disait Eric tout à l'heure. Les éditeurs, on a été assez surpris il y a quelques années de voir à quel point les éditeurs étaient facilitants. Normalement, les éditeurs SIRH sont plutôt donc chacun son précaré, etc. En fait, tout le monde se rend compte que l'avenir du SIRH, c'est le conversationnel. La majorité des éditeurs se rendent compte qu'en fait, c'est un métier. Et du coup, on a accès, et aussi grâce pour le coup à Acton, qui a une très bonne relation avec les éditeurs, très facilement aux éditeurs, de plus en plus. Parfois, ça peut être un peu compliqué, mais ils sont très facilitants pour qu'on travaille de concert. Et du coup, ça nous permet de nous plugger d'autant plus simplement avec différents SIRH. Ouais. Juste pardon, Bastien, parce que j'ai oublié. Vas-y, je t'en prie. Je me surprends, j'ai oublié de parler d'un point sur cette dimension d'intégration. C'est sur la partie technologique, c'est l'approche API. Hein. Je pense que voilà, les API sont vraiment limite devenues une commodité dans pas mal de secteurs. Hein. Sur les RH, ça peine un petit peu plus à venir, mais il y a vraiment une dynamique de fond d'ouverture des SI, de décloisonnement et de mise en place. Et donc les principaux éditeurs commencent à avoir une offre d'API de plus en plus riche. Et du coup, hein, de par là même, ça nous apporte cette capacité d'intégration. Alors les API, il faut aussi pouvoir avoir cette proximité avec les éditeurs qui évoque Salim, hein, mais c'est vraiment un véritable accélérateur en termes d'intégration. Merci Eric. On a deux questions là qui sont intéressantes. On a une question concernant les chatbots, du coup ça va être pour Salim. On en a une sur le RGPD. Quid du RGPD? Quid du RGPD? Le RGPD, c'est pas un problème, c'est une variable à prendre en compte. C'est-à-dire qu'en gros,
bien sûr, on est multi-audité RGPD. Tous les ans, on a des tests d'intrusion, des pen tests, et SNCF nous réaudite en termes de RGPD un peu tous les ans. Du coup, le RGPD n'est jamais une problématique. Le RGPD est un cadre juridique qui nous donne des guidelines pour pouvoir, nous, en tant qu'éditeur informatique, savoir comment, de manière responsable, gérer des données personnelles. Qui passe par, bien sûr, de l'opt-in, qui passe par la minimisation des données, qui passe par la systématique, on va dire, transmission à l'utilisateur de la raison, ce qu'on appelle la finalité, donc la raison pour laquelle on va utiliser une donnée personnelle. Et quand on passe, donc vous l'avez vu, d'un aspect qui est un aspect générique anonyme, un aspect dans lequel on va devoir utiliser son adresse email, par exemple, pour pouvoir se connecter à un SIRH, on va lui demander s'il est d'accord. Du coup, le RGPD aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que le RGPD donc, a de plus en plus de jurisprudence. Du coup, on est plus comme il y a quelques années sur lequel tout le monde, voilà, on a l'habitude, ça fait partie intégrante de la manière dont on conçoit nos outils, et on travaille en concert avec les équipes d'ERIC, avec les RSSI et les directions juridiques de nos clients. Et comme tout SIRH, on travaille sur du core HR, quoi. Super, merci Salim. Avec une autre question pour toi qui va être quelle est la durée donc la durée pour la mise à disposition aux collaborateurs du chatbot. En gros, la durée du projet en build, est-ce qu'on est sur quel horizon de temps est-ce qu'on se trouve? C'est en moyenne entre 8 et 12 semaines. Voilà. Du coup, je vais répondre très rapidement. Il y a une méthodologie. Très bien, on aime ça. Voilà. En avançant, donc on a des questions de motivation auxquelles on a déjà répondu. On a Nicolas qui nous demande considérez-vous que le chatbot a une valeur ajoutée et est utilisable quel que soit le device, donc le canal de communication, enfin l'outil utilisé. Un chatbot se prépare, se teste pendant des semaines, voire des mois. Comment juger son niveau de maturité avant d'être lancé afin d'éviter le flop de la mauvaise première impression? Et ce qui est le flop qui d'ailleurs est bien connu, ce flop de mauvaise impression avec les chatbots qui est tout particulièrement flagrant. Peut-être Salim, Jean-Yves, peut-être que vous pouvez dire un petit mot là-dessus, en commençant peut-être par Jean-Yves. Comment est-ce que vous avez fait au sein de SNCF Réseau pour ne pas avoir ce premier flop? Oui, c'est une bonne question. Eh bien, pour l'éviter, et donc essayer de ne pas tomber dans ce plan catastrophe, en fait, on a donné accès étape par étape. C'est-à-dire qu'on a commencé par une soixantaine de collaborateurs, de clients, et voilà, pendant un mois, on a dit essayez-le. Et puis après, on a regardé ce qui s'est passé, combien de fois ils se sont connectés, s'ils ont été contents des questions, etc. On a commencé par 60, 100, 1000, après 10 000, les managers, ils sont 15 000. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a fait étape par étape avec des retours d'expérience à chaque fois. Et on a avancé, on a fait des corrections, bien sûr, parce que quelquefois, on s'est aperçu que certaines réponses n'étaient vraiment pas satisfaisantes pour nos clients. Et voilà, c'est-à-dire que ça donne une sorte de sécurité et d'avancer étape par étape et pas en une seule fois. Merci Jean-Yves. Et toujours pour vous, on a Nicolas encore une fois qui nous dit 200 000 questions, donc c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Qu'entendez-vous par question? Une question est égale à un échange dans le chat. Je ne connais que très peu de chatbots capables de répondre à une demande à la première question. Faut-il déjà qu'elle soit bien demandée? Du coup, Nicolas s'interroge sur est-ce que le chatbot, est-ce qu'il faut avoir 4-5 échanges avec le chatbot pour que le chatbot donne une réponse? Non, on l'a vu tout à l'heure. Juste, Salim va répondre, je pense aussi. Mais non, les questions simples, elles sont assez souvent précises. On a vu, voilà, ou alors ça peut être sur les congés de maternité. J'ai droit à combien de congés? Mon enfant est malade. Quel document dois-je remplir, etc. Généralement, avec une question. Par contre, c'est intéressant parce que on soulève un autre problème. Je vais l'appeler la génération Google. C'est-à-dire que quand on est sur Google, un météo demain, et puis tout à coup, on a toutes les réponses. Là, évidemment, on est sur les ressources humaines, on est en interne, c'est plus spécifique. Et si on dit congé Bastien, effectivement, le chatbot ne pourra pas y répondre. Et il faut vraiment poser une question. C'est-à-dire qu'il faut que le bot comprenne l'intention. Et pour comprendre l'intention, c'est pas simplement mettre deux mots. Ça, voilà, pour répondre à la question. Merci. je pense que Salim
Oui, non, mais je suis totalement d'accord et ça participe de l'éducation des utilisateurs et l'éducation des utilisateurs, elle passe par une bonne communication sur les manières d'utiliser les quelques règles pour bien utiliser un chatbot. Mais la qualité des réponses est aussi importante parce que pour le coup, le fait que les gens se reconnectent, c'est aussi, ça passe aussi par le fait que les réponses soient qualitatives. Et quelque chose qu'on n'a pas vu dans la vidéo, c'est qu'on a des phénomènes de désambiguïsation. C'est-à-dire que si vous posez une question, mais qu'elle est incomplète ou qu'elle est trop vaste, pour le coup, le chatbot va vous dire, voici les questions qui sont assez similaires à la question que tu m'as posée. Est-ce qu'il y en a une qui est précisément la question que tu m'as posée? Et ça va permettre automatiquement de rentrer dans des situations sur lesquelles on fait préciser la réponse. Mais je pense que on parle avec beaucoup de RH qui au départ se disent il y a pas assez de valeur ajoutée si c'est de la question-réponse générique, etc. Et qui veulent directement donc la chose intégrée où on va comprendre la bonne question, aller chercher la bonne information, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grosse partie de l'efficience qu'on apporte et de la belle expérience qu'on apporte aux utilisateurs aujourd'hui, elle vient de ces questions génériques, parce que c'est ces questions qu'on se pose tout le temps, quoi. Du coup, voilà. Et pour répondre, il y a aussi, ça nous arrive parfois, mais elles sont très peu posées. Comme vous le savez, probablement, donc la SNCF, on a des personnes au statut et on a des personnes contractuelles. Effectivement, quelquefois, la réponse, ça dépend si on est au statut ou au contractuel. Là, on a une deuxième question tiroir, statut contractuel. Mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Merci à tous les deux. Là, je suis en train de regarder un petit peu les questions. Je pense qu'on a à peu près répondu de près ou de loin à toutes les questions qui sont dans le chat. J'ai donc profité de mettre fin à cette table ronde. Merci aux 32 personnes qui sont restées presque pendant 2 heures, d'être restées aussi longtemps. C'était vraiment un bel événement. On a été très heureux de pouvoir vous accueillir et de pouvoir partager les avis de nos experts sur la place de l'humain dans l'entreprise, sur l'intelligence artificielle, sur l'automatisation et sur le chatbot de demain. Sur l'écran, vous pouvez voir les contacts donc d'Eric du groupe Acton et de Salim, donc de Clévy. Donc je vous invite à les contacter. Pour ce qui est de Clévy, vous avez un lien par ici pour avoir une démo un peu plus personnalisée si vous le souhaitez. Jean-Yves, on l'a pas mis ici parce que je pense que vous n'avez rien à vendre, mais j'imagine que si quelqu'un souhaite vous envoyer un message, ou acheter les billets de train, vous serez certainement vous connaissant à l'écoute. Et naturellement, tout le monde ici, on reste à votre disposition si vous voulez vous connecter avec nous sur LinkedIn. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle table ronde. Merci Bastien. Merci. Au revoir. Bientôt, au revoir. Merci à tous.